C'est dans le fauteuil, c'est mon cas là, il y a le fauteuil. Mais vrai, les comprends trop les jeunes. Chut, toi tu plaisantes, tu viens d'avoir 18 ans, tu veux parler d'affaires de politique aussi. Je te dis, toi aussi tu as candidat à soutenir. Mon pote, affaire de politique là, pardon, faut le laisser. Champion, tu as 18 ans ou plus, ta voix compte en Côte d'Ivoire. Toi aussi tu peux voter. Du 10 au 24 juin, la CEI procède à la révision de la liste électorale en prévision des prochaines élections en Côte d'Ivoire. Tu es ivoirien? Rends-toi dans le centre d'enrôlement de ton quartier pour t'inscrire sur la liste électorale. Enrôle-toi, ton candidat aura besoin de ta voix aux élections. Merci de respecter les mesures barrières. Avec l'appui du PNUD. La CEI en toute transparence. Bonjour mesdames et messieurs, la matinée sera marquée par un ciel partiellement couvert au sud du pays avec des pluies relativement modérées ou intermittentes, notamment sur les régions du littoral. Partout ailleurs, le ciel sera généralement nuageux. Côté température, on note 25 degrés à Abidjan et à Adiaké, 24 degrés à Bondoukou, Boaké, Daloa et Dimbokro, 23 à Gagnoa, 25 à Korogo, 22 degrés à Mans, 24 à Odiéné, 25 degrés pour Trois-Villes, San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. Cet après-midi, les régions du nord et de la banlieue centrale seront sous un ciel généralement nuageux. Au sud du pays, malgré quelques timides éclaircies, on observera la pluie sur les régions du littoral et du sud forestier au cours de la période. Côté température, on note 29 degrés à Abidjan et à Adiaké, 33 à Bondoukou, 32 degrés à Boaké et Daloa, 34 à Dimbokro, 32 à Gagnoa, 33 degrés à Korogo, la ville de Mans affichera 31 degrés, 32 à Odiéné, 30 degrés à San Pedro, 29 degrés à Sassandra et Tabou et enfin 32 degrés à Yamoussoukro. Merci pour votre attention. On pourrait avoir un risque d'inondation élevé sur toutes les villes situées le long du littoral, plus précisément le district d'Abidjan. Nous invitons la population ivoirienne à redoubler de vigilance. Très bonne suite de programme à vous sur la RTI. Bienvenue, merci de nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. Face aux pluies diluviennes, quelles sont les mesures urgentes à prendre pour une meilleure réponse? Le gouvernement et les maires du district d'Abidjan se sont rencontrés hier pour trouver des pistes de solutions. Mama Traoré. Abidjan, toujours sous l'emprise des fortes averses ce lundi. Pas de quoi empêcher la tenue de la réunion gouvernementale prévue à cet effet à la primature. Autour du ministre d'État Ahmed Bakayoko assurant l'intérim du Premier ministre, les membres du gouvernement ont planché sur le dispositif organisationnel de gestion des catastrophes naturelles, tel l'éboulement de terrain tragique survenu jeudi dernier dans la commune d'Aniama. Nous avons constaté donc la nécessité d'une réponse très rapide et coordonnée de l'ensemble des acteurs qui concourent à la gestion de la crise. Toutefois, dans le cadre de la gestion des crises, plusieurs organismes revendiquent parfois le leadership, un rôle prépondérant et sectoriel, toutes choses qui mettent souvent à mal la nécessaire coordination dans la réponse du gouvernement. Il est important qu'on s'accorde sur le rôle de chacun, parce que quand survient une catastrophe, le temps joue contre l'organisation qui est mise en place, le temps joue contre les moyens qu'il faut qu'on déploie. Conviés à cette réunion, les élus municipaux du Grand Abidjan
Avec eux, le gouvernement a évalué le plan d'évacuation des sites à risque dans chaque commune. Un appel pressant est lancé aux populations. Une étude lourde a été conduite pour connaître ce qu'il faut faire pour sortir des quartiers précaires. Et nous prions de pouvoir mettre en œuvre dans les prochaines semaines, les prochains mois, cette grande étude qui va permettre que tous nos frères et sœurs qui sont dans les quartiers précaires sortent des quartiers précaires pour être dans des zones aménagées de fort belle manière. Nous continuons à lancer un appel aux populations qui habitent dans les zones à risque. Ces zones ont été identifiées. Ces zones sont connues. Il y a eu de nombreuses campagnes. Nous demandons à ces populations de quitter ces zones dangereuses pour elles-mêmes, pour leur vie, pour la vie de leurs enfants, pour la vie de leur famille. Nous allons travailler, après la sensibilisation, à faire en sorte que ces personnes-là ne restent pas dans ces zones-là. Pour l'heure, les fortes pluies qui s'abattent depuis le 7 juin dernier sur l'ensemble du territoire national ont occasionné 19 décès et des centaines de familles sinistrées. La pandémie de coronavirus poursuit sa progression en Côte d'Ivoire. 185 nouveaux cas de Covid-19 à dénombrer à la date d'hier, 60 guéris et 2 nouveaux décès. La déclaration du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, lundi 22 juin 2020, 185 nouveaux cas de Covid-19 sur 844 échantillons prélevés, soit 22% de cas positifs, 60 guéris et 2 décès. Nous avons déploré ce jour 2 décès au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Il s'agit d'un patient de 76 ans avec des antécédents d'accident vasculaire cérébral et d'embolie pulmonaire et d'un patient de 35 ans sans antécédents particuliers, décédé à l'arrivée. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 22 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 7 677 cas confirmés, dont 3 128 personnes guéries, 56 décès et 4 493 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 45 996. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations vulnérables, notamment les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques, à réduire leurs déplacements afin de se protéger et de préserver leur santé. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et au strict respect des mesures barrières. Pour stopper la pandémie, nous devons tous être responsables. Si vous toussez avec de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Et dans son plan de riposte face à la maladie, le gouvernement a mis en place plusieurs centres d'accueil et de dépistage. La ville de Grand-Bassam vient d'ouvrir son premier centre. Le site a été visité hier par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaouele, qui a encore saisi l'occasion pour appeler au respect des mesures barrières pour rompre la chaîne de contamination du coronavirus. La pandémie de coronavirus gagne du terrain dans certaines régions du monde, notamment en Amérique latine, prévient l'Organisation mondiale de la santé. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, a profité d'une conférence virtuelle organisée par l'Émirat de Dubaï pour lancer une nouvelle mise en garde. Pour endiguer la pandémie, l'OMS a appelé hier à augmenter la production de dexaméthasone et à distribuer rapidement dans le monde entier ce puissant stéroïde qui s'est avéré efficace pour traiter les malades les plus gravement atteints par le coronavirus. Et puis, le réalisateur américain Joel Schumacher est décédé hier à New York d'un cancer à 80 ans.
costumier, puis scénariste. Il était passé à la réalisation en 1981 avec un film de science-fiction, La femme qui rétrécit. Il tourne dans des genres variés ensuite, notamment les films d'horreur, L'expérience interdite et Chute libre. Joel Schumacher va succéder à Tim Burton en 1995 pour la série des Batman et réalise Batman Forever, puis Batman et Robin avec George Clooney en Batman et Arnold Schwarzenegger en super méchant. Lui, c'est un super gentil. Marco est là pour la suite de Matin Bonheur. Merci mon très cher, comment ça va bien? Ça va très bien. Très bien. Petit à petit, on s'en va vers la fin. Ah oui, vous allez me manquer. Pardon? Vous allez me manquer. Ah oui, ça vous aussi. Bon, on va demander à ce qu'on augmente peut-être une semaine. Pardon? Une semaine de plus. Je n'entends pas ce que vous dites. Je ne l'entends pas. Allez, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue, c'est Matin Bonheur, votre serviteur avec vous et puis avec toute l'équipe magnifique que vous ne voyez jamais, mais qui abat un travail colossal. Ce sont des gens qu'on ne voit pas, ils passent inaperçus dans les couloirs de la télé. Pourtant, ils sont magnifiques. À leur tête, bien sûr, l'homme qui a pour credo l'esprit est bon. Monsieur Jacques Brou, oui, merci d'être en notre compagnie. Toute la team de Matin Bonheur vous souhaite la bienvenue. La Kouaba par ces temps pluvieux avec aujourd'hui en épine dorsale, bien sûr, le droit et écoute téléphonique. Et oui, très souvent, on se pose des questions. Est-ce qu'on est sur-écoute? On dit sur-écoute ou sous-écoute? Enfin, est-ce qu'on entend ce qu'on dit dans les communications? Est-ce que c'est légal? Alors, comment on fait? Qui a le droit d'écouter les communications des usagers? Et puis, dans quel cadre ça se fait? Maître Nambeya Ouattara, pour ce dernier cas de droit, nous fait l'honneur, une fois de plus, de sa présence sur le plateau, avec, bien sûr, toute l'équipe qui a préparé cette émission avec lui. Bien sûr, Pascaline Kwame, Jean-Marc Oka, et puis toute l'équipe. En tout cas, on est très, très heureux, hein, moi en premier, hein, d'être en votre compagnie. Allez, vous savez, les petits biscuits, hein, en matière d'audiovisuel, c'est ces petites informations qui s'arriment au jour. Aujourd'hui, nous sommes le 23 juin. Oui, 23 juin. Répétez, 23 juin. Et oui, aujourd'hui, c'est la journée pour la fonction publique, mesdames et messieurs. La journée des Nations Unies pour la fonction publique, Public Service, est une journée internationale ayant pour but de mettre en valeur le rôle des administrations publiques dans le développement des communautés. Créée par la résolution 57-277, cette journée a pour objectif de mettre en valeur le travail des agents de la fonction publique, d'encourager le choix d'une carrière dans la fonction publique, de valoriser la contribution du secteur public au processus de développement. Alors, une pensée pour tous ceux qui gravitent dans le giron de la fonction publique, ces braves travailleurs, braves travailleuses parfois qui n'ont pas assez de moyens parce qu'on dit qu'ils sont dans le milieu public, mais qui abattent un travail formidable que nous saluons respectueusement. La crise du coronavirus a permis de savoir combien de fois les agents de service public sont les meilleurs et sont les plus importants dans le tissu économique. Journée internationale d'une frange fragile de la population, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous célébrons les veuves. Oui, ces femmes seules, à la suite, bien sûr, du décès de leur conjoint, qui vivent des moments difficiles, et surtout dans nos pays en voie de développement. Et puis, cette journée est venue afin de donner une reconnaissance particulière à la situation des veuves de toutes les générations, des régions et cultures. Eh bien, c'est réuni en session ordinaire le 21 décembre 2010 que l'Assemblée générale a institué sur la proposition d'un pays africain, le Gabon, la date du 23 juin comme étant la journée internationale des veuves. Alors ce matin, j'aimerais avoir une pensée pour toutes ces femmes qui, par un concours de circonstances, ont perdu leur époux, leur conjoint, leur adresser vraiment mes salutations, nos salutations les plus ajustées. Et bon courage, vous le savez, tous les livres saints accorde une place importante aux femmes et aux veuves. Et donc, on espère que le Seigneur sera toujours avec vous afin de vous aider dans ces moments difficiles parce que ce n'est pas évident. 23 juin 2016, là, on bascule dans un autre univers, on bascule dans une autre dimension, dans la politique, avec ce séisme d'une magnitude internationale provoqué par le Brexit. Oui, 23 juin 2016. Brexit est la victoire amère de la démocratie. Vous parlez comme certains. Les Britanniques votent à près de 52%. Il s'en est fallu de peu. 52% en faveur d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le Premier ministre David Cameron, qui a imprudemment organisé le référendum, annonce sa démission. Les dirigeants du continent consternés s'apprêtent à une crise majeure avec la crainte qu'elle ne brise
le rêve européen. Et jusqu'à présent, on est dans cette... ce côté ambigu là, hein, du Brexit, pas Brexit, avec des accords, par accord, enfin, wait and see, pour parler comme eux, justement. Et puis, mesdames et messieurs, aujourd'hui, 23 juin 1956, naissance d'un grand homme d'Afrique, l'Égyptien Gamal Abdel Nasser. Candidat unique, le colonel Gamal Abdel Nasser est élu sans surprise président d'Égypte avec près de 100% des voix lors du référendum du 23 juin 1956. Par ailleurs, les Égyptiens approuvent la constitution établie en janvier par le Conseil de la Révolution, c'est-à-dire par la junte militaire qui renverse le roi Farouk. En 1952, Nasser obtient les pouvoirs de président, de chef du gouvernement et de commandant suprême de l'armée. Le départ du dernier soldat britannique quelques jours plus tôt est l'occasion de cérémonies grandioses, un événement dont la Croix dit qu'il est d'importance, l'importance risque d'échapper à l'Occident, pour parler textuellement comme le journaliste de l'époque, mesdames et messieurs. Et puis aujourd'hui, voilà, pour décompresser un peu, on célèbre un grand footballeur, oui, un des plus grands footballeurs de l'humanité qui célèbre 1 an de plus aujourd'hui. On l'appelle Yazid, le fils de la Castellane à côté de Marseille, celui qui a évolué du côté de l'AS Cannes, là où tout est parti. Zinedine Zidane, oui, 48 ans aujourd'hui, footballeur magnifique, avec ce toucher, pied gauche, pied droit, toutes les parties de son corps vraiment célèbrent le football, respirent le football, transpirent la qualité. Zinedine Zidane, digne fils d'Afrique, d'Europe, bon, si vous préférez, du monde entier, parce qu'il appartient au monde entier, Zinedine Zidane. Petite anecdote, sa première voiture, c'était une petite Clio de couleur rouge. Aujourd'hui, imaginez combien de voitures là, il a bourlingué, il est passé par bon nombre de chemins. Oui, c'est un exemple aussi d'abnégation, de courage, un exemple de don de soi. Zinedine Zidane, grand joueur, grand entraîneur, et pourquoi pas, on ne sait pas, peut-être demain, grand président. On ne sait jamais, parce qu'il y en a qui disent Zidane, président. Allez, vous êtes un matin bonheur, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. On donne des infos, on essaie d'informer, on a toujours le calepin à côté de soi. Et puis aussi, à un moment, on pousse le calepin, on pousse les fauteuils, on pousse tout ce qu'il y a dans la maison et on fait du sport. La preuve. Bonjour, je vois la maison, Côte d'Abaté pour vous servir. Aujourd'hui, séance de renforcement plus gainage. Ok, aujourd'hui nous allons plus mettre l'accent sur le bras, ok, la poitrine et aussi l'arrière du corps. Ça peut aller. Donc sur ce, on se positionne, on se met pour la séance. Tout doucement, fléchis, pose les mains, sors bassin arrière et descends une fois. Reviens et reste. Encore, descends. Et pousse. Et descends. Remonte. Viens. Et reste. Encore. Pose. Pousse. Et descends. Viens. Et reste. Pose. Descends. Boum. Et là, on prend 2 séries de pompes. Hein. Descends. Bouge. Tiens. Pose. Dernière série. Récupère. Ok. Ça peut aller? Deuxième exercice. Très simple. On se met en position. Un semblant de nage. Allez. Là. Et viens. Encore. 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 Et dernière série. Encore. Et récupère. On descend. À plat ventre. Ok.
Pose coude. Là. Et reste. Regarde droit devant. Bien là. Tiens bon. Hein? Ok. On commence à la droite. La main. En dessous. Et tourne. Viens. Encore. Et récupère. Récupère. Ça peut aller. On sourit lorsqu'on travaille. Ok? Ne soyons pas crispés. C'est vrai, c'est difficile, c'est dur. Mais c'est bon pour notre organisme. Hein? Ok? Allez, on pose. Sors la main. En dessous. Reviens. Encore. Pause. Ça peut aller. Décolle d'abord. Allons doucement. Avec le sourire. Encore. Encore. Rapide, hein? Allons. Bouge. 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 Et pause. OK. Merci. Merci de nous avoir suivis. La maladie est là. La maladie est toujours dans nos pas. Respectons les mesures barrières et les consignes, les 1 mètre, surtout lorsque nous faisons le sport. Bye bye. Respect des mesures barrières. Et puis, franchement, il faut qu'on arrête le déni par rapport à ce qui se passe à la Covid. C'est une maladie qui existe. Il y a des personnes, et des fois, c'est des personnes d'un niveau assez qualifié, qui disent que la Covid n'existe pas. Ça existe. Et puis, j'aimerais revenir encore sur ce magnifique reportage d'Alexis Ouedraogo dans le journal de 20h hier, que je vous invite à regarder, qui va un peu en profondeur et qui va dans les coulisses de cette maladie dont il faut se méfier. Attention, mesdames et messieurs, on ne le dira jamais assez, respectons avec R majuscule les mesures barrières. N'oubliez pas, union, discipline, vigilance. Vigilance, justement, chaque fois que vous ouvrez les journaux, parce qu'il faut bien savoir ce dont il s'agit dedans. Et lui, c'est son rôle, vraiment, de nous incliner vers cette vigilance et puis de permettre à ce que le volet papier, c'est vrai, il y a les réseaux sociaux, mais tenir son journal dans la main comme ça, franchement, ça fait plaisir avec un bon café de Côte d'Ivoire, tout ça. Alors, n'oubliez pas le journal papier. Lui, c'est l'ambassadeur de tous ces journaux-là qui, pendant cette saison, pendant pratiquement 9 mois, il a vraiment tous les journaux en tête. Si je lui dis la page 2 du journal Le Matin, il sait ce qui est dessus. Si je lui dis la page 6 de Soir Info, il sait ce qui est dessus. C'est Renaud, on le retrouve juste après ça. Bonjour Renaud. Bonjour Marco. Page 6, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Alors, les populations doivent redoubler de vigilance. Là, on est très sérieux en cette période de pluie. Bien évidemment, c'est le message adressé hier par la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique aux populations. Selon la Sodexam, du lundi 22 au mercredi 24 juin 2020, le district d'Abidjan enregistrera des pluies modérées ou fortes avec des orages qui pourraient entraîner des inondations dans certaines communes de la capitale économique de notre pays. Plus de précision dans l'inter de ce jour. Vous avez dit, dans l'inter et à la page c'est marqué à la page 5. Page 5. Je vous ai dit, mesdames et messieurs, c'est Renaud, on a confiance. Alors, épreuve DPS, épreuve physique et sportive du baccalauréat, la pluie bloque plusieurs candidats. Les épreuves d'éducation physique et sportive comptant pour le bac 2020 qui ont démarré hier ont été perturbées par les fortes pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan. Conséquence, selon Soir Info, dans plusieurs centres tels que notamment le lycée moderne de Port-Boué ou Koumassi, les élèves n'ont pu faire ces épreuves hier.
Attaque de Kafolo, le présumé chef du commando mis aux arrêts. C'est l'annonce faite hier par le ministre d'État, ministre de la Défense, au cours d'une cérémonie qui s'est tenue au nouveau camp militaire d'Akwedo, en hommage aux militaires tombés lors de cette attaque. À cette occasion, Ahmed Bakayoko, selon Fraternité Matin, a mis en garde les soldats ivoiriens qui sont de mèche avec les ennemis de la Côte d'Ivoire et a déclaré que toutes les complicités nationales et internationales de cette attaque seraient établies. Allez, on reste au camp militaire d'Akwedo. Oui, et c'est avec le Patriote qui barre à sa une. L'objectif de ces terroristes est de nous diviser. Ces propos ont été tenus par le ministre d'État au cours de la cérémonie d'hommage aux militaires tombés au champ d'honneur. Selon Ahmed Bakayoko, les populations doivent faire bloc derrière l'armée afin de faire barrage à tous les projets de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Okay. Après sa désignation comme candidat du PDCI pour la présidentielle de 2020, Tikenja sort de son long silence, et s'en prend à Henri Konan Bédié. C'est ce que révèle le quotidien Le Matin avec cette une. Tikenja démolit Bédié. Selon le confrère qui cite la star du reggae, le président du PDCI aurait dû passer la main à la nouvelle génération de son parti pour représenter celui-ci à l'élection présidentielle de 2020. Pour tout savoir sur les raisons de la sortie de Tikenja, il faut lire Le Matin de ce mercredi 23 juin 2020. Il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu Tikenja. Oui, quand même. Il y a longtemps. Ok. La ministre Anne Ouloto invite Albert Mabritouakeus à revenir au RHDP. C'est ce que nous dit l'intelligent d'Abidjan. Selon le confrère, en visite au chef de la communauté dans la ville de Mans, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a souhaité que son ex-collègue au gouvernement reprenne sa place au sein du parti au pouvoir, car selon elle, s'il reste en dehors du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le développement de l'Ouest se fera sans lui. Allez, on referme cette revue de presse, mesdames et messieurs, mon très cher Renaud, avec un chiffre. 150 millions, c'est le nombre de personnes touchées par la drépanocytose. L'annonce a été faite par le professeur Sanogo le vendredi dernier à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie qui est célébrée tous les 19 juin. À cette occasion, le chef du service d'hématologie du centre hospitalier universitaire de Yopougon a invité les populations à se faire dépister pour éviter cette maladie génétique qui, selon lui, est la plus répandue au monde. Effectivement. Merci mon très cher Renaud. Merci Marc. On vous souhaite la santé et puis on se retrouve par la grâce de Dieu le jeudi pour notre finish. Yes. Merci infiniment à vous. Je vous souhaite une très très bonne journée. À vous aussi. Allez, vous avez mérité maintenant un bon thé et puis l'accompagnement. Je cours. On dit que le matin vous mangez bio, hein, c'est vrai? Oui, on mange bio. C'est votre dernier mot? C'est important. Et le plat Cali que j'ai vu là. Bon, je peux partir. Allez-y, allez-y, bon appétit. On se retrouve tout à l'heure pour bien manger. Allez, merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. Et puis, on salue toutes ces personnes qui se prénomment Audrey. C'est leur fête aujourd'hui. Bonne fête à toutes les Audrey. Audrey, ses variantes Eltereda, Elterede, Ethel. Audrey est la fille du roi d'Est-Anglie, un royaume anglais du 7e siècle, obligée d'épouser un prince écossais. Elle s'impose la chasteté pour être plus près de Dieu. Devenue veuve, elle se fait abbesse pour échapper à un nouveau mariage. Salut toutes les Audrey à travers le monde entier. Puis on salue également ceux qui nous regardent, hein, la diaspora, oui, qui consomme énormément la matinale, façon de parler, Londres, l'Inde, Mozambique. Mon Dieu, on a reçu des messages pendant cette saison et pendant toutes les saisons antérieures. On aimerait saluer comme ça Ami Fofana, qui nous regarde du 17e arrondissement de Paris, qui ne rate aucune émission de la matinale. Et on salue ses enfants, Aaron et Abby, également sa grande sœur Matogoma. Allez, merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. Maintenant, nous allons avoir un grand moment de droit. C'est le dernier en plus, c'est dommage, mais c'est la réalité aussi. Avec notre très cher maître Nambeya Ouattara. Avec lui, nous allons parler aujourd'hui du droit et les écoutes téléphoniques. Waouh! Ça, c'est un thème. Hein. Droit et écoute téléphonique. Est-ce qu'on a le droit de nous écouter? Si on nous écoute, ça doit se faire dans quel cadre? Comment on nous écoute? Et puis, quelle est la législation qui s'articule autour de ce thème très épineux, mesdames et messieurs? Vous êtes au droit, vous êtes à Matin Bonheur, vous avez raison de le faire. Maître Nambeya, bonjour. Bonjour, Marcelin. Juré de dire la vérité, toute la vérité? Oui, toujours, hein, toujours. Pas besoin de jurer. On a déjà prêté serment d'avocat et donc on est censé se conformer au texte de loi. Ok, je vous fais confiance. Mais je vous en prie. Vous avez votre téléphone avec vous? Ben oui. Ok. Alors, droit et écoute téléphonique, qu'est-ce que ça renferme tout ça? Alors, le sujet est tellement d'actualité, tellement important. Effectivement, aujourd'hui, le téléphone, on va dire la fin du 20e et le début du 21e siècle,
en vue de spectaculaires développements technologiques, au nombre desquels le téléphone aujourd'hui, qui est un outil qui permet d'individualiser particulièrement chacun de nous. Hein. Le téléphone, on l'a dès son réveil jusqu'à son coucher, et quelquefois même il ne s'éteint quasiment jamais. Alors, il nous a été vendu du point de vue des constructeurs ou des fabricants de téléphones, que ce soit des moyens sûrs, qu'on ne peut pas pirater, qu'on ne peut pas être écouté. Alors, la question qui se pose est de savoir, est-ce que ce moyen de communication est sûr? Et donc, votre question est fort opportune. Alors, quelles sont les définitions de ces concepts? D'abord, pour positionner ce rendez-vous, cette rencontre avec vous, on va essayer de définir les concepts. Droit d'un côté et puis écoute téléphonique de l'autre. Parfait, parfait. Cela relève de la logique en termes d'explication. Alors, le droit, qu'est-ce que c'est? Le droit a une double définition. Cela me ramène quelques années en arrière quand j'étais encore étudiant. D'une double définition, d'abord le droit objectif, qui est un ensemble de règles qui permettent de réguler la vie des citoyens en société et dont la sanction est confiée à l'État. Donc, droit objectif, droit avec grand D. Et à côté du droit objectif, on a les droits subjectifs, qui sont les droits, qui sont les prérogatives reconnues aux individus et qui leur permettent qui leur reconnaissent certaines prérogatives, certains droits, droits de propriété ou de droit d'exiger d'autrui quelques prestations. Alors, la définition de droit, fondamentalement, n'a pas changé. S'agissant par contre des écoutes téléphoniques, là, nous sommes obligés de revenir au texte de base, et notamment à l'ordonnance numéro 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et au TIC, TIC étant les technologies de l'information et de la communication. Cette ordonnance définit en son article 1.2.19 les communications électroniques comme étant toute émission, toute transmission ou toute réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images et de sons. Alors, en réalité, vous avez vu que le contenu que je viens de décrire, les signes, les signaux, les écrits, les images et les sons, mais sont finalement les conséquences des progrès technologiques, puisque initialement, il s'agissait d'abord de la transmission du son. Donc le téléphone, bon, on n'est pas si âgé que ça, mais on a quand même connu le téléphone filaire, qui continue d'ailleurs de subsister. Et puis aujourd'hui, on en arrive aux smartphones qui permettent de véhiculer tout un contenu. Alors, le service téléphonique est défini comme étant l'exploitation commerciale de la transmission du son par des réseaux TIC, télécommunications, technologies de l'information et des communications. Alors, par conséquent, il faut entendre par écoute toute interception des communications. Donc, par communication, donc, tout à l'heure, je le disais, il faut entendre les signaux, les images, le son, les signes, les écrits, bref, tout outil qui permet de faire passer un message. OK. Ah, c'est clair. OK. Alors, quels sont les principes en matière, justement, de télécommunication de TIC? Alors, au titre des principes, il est bon de rappeler un des principes fondamentaux qui est prévu par la Constitution, c'est l'inviolabilité du domicile. Le domicile est inviolable, c'est écrit clairement dans la Constitution à son article 8. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que chacun des citoyens a droit au respect de la vie privée. Ce faisant, l'ordonnance que je viens de vous lire, notamment l'ordonnance numéro 2012-293, prévoit son article 7 les règles suivantes. Les informations et données émises au moyen des TIC sont secrètes et inviolables. C'est donc la continuation de cette consécration, c'est que toute conversation ou toute communication qui serait faite dans le cadre du domicile est empreinte du sceau de l'inviolabilité et du secret. Alors, les opérateurs et fournisseurs de services TIC sont tenus au respect de l'inviolabilité et de la confidentialité des communications. Ils sont tenus à la neutralité de la non-discrimination au regard du contenu des images et ils sont tenus à la protection des données à caractère personnel. Ce sont les obligations qui leur sont imposées parce que il faut retenir que le domaine des télécommunications est un domaine qui relève de l'État. Et les opérateurs de téléphonie, donc de la communication, sont concessionnaires. Ce sont les concessionnaires, ce sont les missions de service public et ils sont tenus de respecter un cahier de charges très strict.
Absolument, on va revenir là-dessus parce que c'est très très important. À quel moment on parle d'interception des communications et comment ça se fait? Question extrêmement pertinente et sensible. Tout à l'heure, nous rappelions qu'il était fait obligation aux concessionnaires, mais ça c'est par respect à la Constitution, les concessionnaires devaient veiller à ce que les conversations, les communications soient inviolables et secrètes. Normalement. Normalement. Alors, il se trouve qu'il ne peut donc y avoir de violation de ces violation. On ne peut passer outre ces principes que en vertu de la loi. Et dans la recherche législative qu'on peut faire, il se trouve qu'il y a quelques rares hypothèses, non, il n'y a qu'une seule hypothèse qui puisse permettre la violation ou à tout le moins l'interception des communications. Ce sont des hypothèses qui sont prévues par la loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme, modifiée par la loi numéro 2018-864 du 19 novembre 2018. Alors, sont considérés comme actes terroristes tous actes dans l'intention soit de provoquer une situation de terreur ou d'intimider la population, soit de promouvoir une cause, de contraindre le gouvernement, ou à tout le moins qui porte atteinte à la vie, qui cause des violences graves aux personnes, qui occasionne des graves dommages, qui met en danger la vie d'une ou de plusieurs personnes, qui crée un risque grave pour la santé ou la sécurité, qui expose le public à une substance toxique, dangereuse, qui interrompt, perturbe, endommage ou détruit un système informatique, qui perturbe la fourniture de services d'urgence essentiels, qui porte atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, ou qui crée ou essaie de créer une situation de crise au sein des populations ou une insurrection générale, la terreur, le terrorisme. Alors cette loi qui justement permet de lutter contre la répression, donc de réprimer le terrorisme, envisage la seule hypothèse législative qui permette d'intercepter les communications. Alors de ce point de vue, cette loi spéciale prévoit, notamment en matière de terrorisme, et je pense que l'actualité est fort à propos avec les attaques de Kafolo, donne une compétence nationale et exclusive au tribunal de première instance d'Abidjan, qui a donc, de ce point de vue, une compétence qui porte sur l'entier territoire de la République de Côte d'Ivoire, qui, je le rappelle, est composé du territoire physique, des représentations diplomatiques ivoiriennes, des navires et aéronefs battant pavillon ivoirien. Alors, le tribunal de première instance étant compétent, en vertu donc du décret numéro 2016-543 du 20 juillet 2016, une cellule spéciale d'enquête a été instituée, une cellule spéciale d'enquête d'instruction et de lutte contre le terrorisme. Et donc cette cellule spéciale d'enquête dispose de pouvoirs particuliers et que vous nous donnez l'opportunité d'aborder. Alors, cette cellule spéciale d'enquête est composée du procureur de la République, d'officiers de police judiciaire, mais également de magistrats instructeurs. Ces juges d'instruction et ces OPJ, officiers de police judiciaire, procèdent aux enquêtes en recourant notamment aux moyens ci-après, et donc ils disposent de 4 moyens. Le premier moyen, c'est les interceptions de correspondance, y compris celles émises par la voie des télécommunications. Les correspondances, ce sont les courriers. Mais à partir du moment où la communication, les témoins de télécommunications sont visés, cela donc peut impliquer tout support de communication, email, lettres, messages, vidéos, publications sur les réseaux sociaux. Donc l'interception des correspondances. Le second moyen, c'est la mise en place de dispositifs techniques permettant la localisation des individus sans leur consentement. Donc la localisation par triangulation, GPS, bref, je n'ai pas tout le jargon technique, mais il est certain qu'en matière de terrorisme, les autorités sont habilitées à pouvoir localiser les personnes. Et je pense que l'actualité nous confirme donc dans ce sens, à partir des communications, une personne peut être localisée. Le troisième moyen, c'est la mise en place de dispositifs techniques en vue d'obtenir la captation, la fixation, la transmission, l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans les lieux ou véhicules privés ou publics ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Alors vous voyez, initialement nous avons envisagé le principe de l'inviolabilité du domicile. Absolument. Mais voilà, vous avez bien compris que la loi permet elle-même que dans ce cadre, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il n'y a plus de domicile.
Les officiers de police judiciaire peuvent donc pénétrer dans ces domiciles à toute heure du jour et de la nuit. Cela est totalement différent du régime habituel, où il y avait ce qu'on devait observer, la nuit pénale. La nuit pénale, mais c'est tout simplement le respect de l'intimité entre 21h et 4h du matin. En matière de terrorisme, il n'y a pas ces limitations. Et enfin, dernier moyen, la mise en place de dispositifs techniques ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, donc toutes les mesures que je viens de viser, c'est sans le consentement des intéressés, de les enregistrer, de conserver et de transmettre des données informatiques. Alors, maître, au vu de tout ce qu'on vient d'entendre là et tout ce qui précède, quel est le régime juridique de l'interception des communications? Est-ce qu'on peut sacrifier toutes les libertés sur l'autel du terrorisme? Est-ce que, prétextant donc du terrorisme, on peut vraiment écouter ses opposants, écouter ses concurrents, écouter quelqu'un qui nous dérange parce qu'on a une position avancée au sein de la nomenclature, donner le nom de Maître Nambeya ou de Marco et faire des rapports circonstanciés sur les mots-clés qui reviennent très vite dans toutes ces conversations? Et puis, j'ai une question aussi concernant, vous avez parlé de les populations, soit de promouvoir une cause politique. En quoi promouvoir une cause politique peut donner lieu à l'interception de communication? Alors, la promotion de la cause politique qui est réprimée par la loi contre le terrorisme est celle qui vise à contraindre un gouvernement. Hein. Voilà. Il s'agit de moyens, on va dire, illégaux, de contraindre le gouvernement. Vous imaginez, on le voit à l'occasion de séries ou de films américains, enfin de cinéma, où les personnes déposent une bombe atomique et puis demandent à l'État de leur verser ou de fortes sommes ou de libérer certains individus. C'est ça le terrorisme. Mais votre question est fort à propos. Nous sommes dans un régime extrêmement réglementé et nous sommes dans un régime, on va dire, d'exception. C'est d'ailleurs, par ailleurs, le seul texte qui permet de violer, comme je le disais, le domicile sans le consentement des personnes. Et il n'est plus question de dire, mais écoutez, nous sommes dans le régime ordinaire. Non, en matière de terrorisme, nous ne sommes plus dans le régime ordinaire. Je suis désolé de le dire, il existe certaines hypothèses dans lesquelles l'État, du fait de ses pouvoirs régaliens, prend les textes. Mais ce que vous devez noter, c'est que ces textes sont très souvent la reconduction dans l'ordonnancement juridique national de conventions internationales. Absolument. La définition même du terrorisme a été prévue par des conventions, et ce sont ces conventions qui sont reprises dans notre ordonnancement juridique de sorte à s'intégrer pour que les pouvoirs publics puissent veiller à la sécurité des populations. Mais ceci dit, votre question est fort opportune. Comme c'est un régime particulier, il est important de dire, il s'agit donc de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des contenus, des communications à l'insu et de l'émetteur du message et du destinataire du message. C'est tellement grave que ce régime ne peut pas être laissé comme ça, on va dire, au libre arbitre ou à la volonté souveraine et des juges d'instruction et des officiers de police judiciaire. Parce que le fossé et le voisinage avec la répression est trop... Oui, on est d'accord. Voilà. Et puis, vous savez, chacun de nous a droit quand même au respect de son intimité. Voilà. Si chaque conversation qui est dite dans les différentes familles doit être entendue, ça pose un problème de liberté publique. Mais justement, maître, parce qu'aujourd'hui, quand on a pris des informations, quand je préparais l'émission avec les collaborateurs Pascaline et Jean-Marc Oka, on a eu des témoignages où le monsieur ou bien la femme soupçonnant son mari d'infidélité peut avoir, à travers des sociétés qui sont sur place, le verbatim des conversations de son époux ou son épouse. Est-ce que ça, c'est légal? Est-ce que si moi, j'ai quelqu'un qui travaille quelque part dans une compagnie XY Tartampion, je peux avoir un verbatim, un sonore d'une conversation? Est-ce que ça, c'est légal? Ce n'est pas légal dans l'absolu. Il y a des hypothèses dans lesquelles cela serait possible. Mais comme je viens de vous le dire, cela étant strictement réglementé, cela m'amène à aborder le régime juridique de l'interception des communications. De ce point de vue,
l'ordonnance que je vous ai lue, l'ordonnance qui est relative aux télécoms, la loi qui lutte contre le terrorisme prévoit qu'à peine de nullité, ces mesures spéciales, parce que la loi prévient donc les citoyens en disant ces mesures sont des mesures spéciales. Par rapport au terrorisme. Oui, elles doivent être autorisées par ordonnance motivée du président du tribunal de première instance d'Abidjan pour tout le territoire national ou du magistrat qu'il aura désigné sur requête du procureur de la République d'Abidjan, qui, je le rappelle, est le directeur de la cellule spéciale d'enquête dont nous avons parlé précédemment. Donc ça veut dire que pour que on soit tous sur le même... C'est quand il s'agit exclusivement de terrorisme. Et seul le président du tribunal de première instance d'Abidjan a pouvoir... Pas d'affaires ménagères. Pas d'affaires ménagères, pas d'affaires qui seraient relatives à des soupçons d'infidélité, non. En matière de terrorisme, exclusivement. C'est très très important de le dire. On aura peut-être une autre fenêtre après, on va le voir du point de vue de la loi, mais il est important qu'on ramène les choses dans leur contexte. Des conversations entre époux ou des conversations d'infidélité peuvent être divulguées sur autorisation des juridictions dans certains cadres bien limitatifs. Mais il n'est pas question que par connaissance ou par affinité, on se rapproche d'un ami qui travaillerait dans une société de télécommunications pour faire ressortir des communications qui relèveraient du domaine du privé. Nous aurons l'occasion d'en débattre. C'est par la loi. Tout à fait. Mais je continue. Et il se trouve que cette ordonnance qui est prévue par l'alinéa que je viens de lire là, n'est pas susceptible de recours. C'est-à-dire que si le président du tribunal, suivant donc la requête du procureur de la République, décide de faire droit et donc d'accorder cette ordonnance de placement sous écoute, cette ordonnance n'est pas susceptible de voie de recours, elle est inattaquable. Donc la personne qui sera l'objet de ces mesures-là ne pourra pas se pourvoir devant une juridiction pour critiquer, critiquer de quelque façon que ce soit. Qu'est-ce que l'avocat pense de ça? Mais l'avocat que je suis n'est pas très à l'aise avec ça. Parce qu'en réalité, vous voyez que les décisions qui ne sont pas attaquables sont très souvent dans l'ordonnancement juridique ivoirien, celles qui sont rendues par les hautes juridictions. Et ça peut être la porte ouverte à certains abus. Certes, mais les hautes juridictions interviennent très souvent après que les juges de fond, c'est-à-dire le tribunal et la cour d'appel, aient statué. Or, dans le cadre qui est le nôtre, c'est le président du tribunal qui prend cette ordonnance qui est un statut de recours. Ça pose quelques petits soucis quand même. Ok. Alors, quelles sont les sanctions, justement, on va y arriver, les sanctions encourues en cas d'interception des communications? Mais pour revenir donc à la question que vous posiez précédemment, la loi a prévu, toujours en respect... Relativement au régime juridique? Exactement. Toujours au respect de l'inviolabilité du secret des communications, la loi a prévu des sanctions et il est bon, au titre des sanctions, de distinguer deux types de personnes. Le premier type, c'est le préposé d'une société de télécommunications. Toute personne qui travaillerait pour un concessionnaire des télécoms, puisqu'on l'a dit, c'était une mission de l'État qui est concédée à des sociétés de télécommunications. Donc tout préposé, quiconque admis à participer à l'exécution d'un service de télécommunications, intercepte, divulgue, publie ou utilise le contenu des communications est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 2 à 10 millions de francs ou de l'une des deux peines seulement. Emprisonnement ferme? Emprisonnement ferme de 1 à 5 ans. Ok. Donc, on va dire celui qui, par ses attributions habituelles, se trouve en présence de communication, donc de contenu de communication, est tenu de respecter et donc tout manquement l'expose à une telle peine. Mieux, quiconque incite, participe à la divulgation du contenu ou s'en rend complice est également puni des mêmes peines, 1 à 5 ans et une amende de 2 à 10 millions ou de l'une de ces deux peines seulement. Ça devient de plus en plus compliqué. Absolument. Alors, moi, la question qui me vient de façon indubitable est la suivante. Est-ce qu'il existe des cas, on va dire, d'exonération de la sanction pénale en cette matière? Oui. Alors, je vais certainement terminer en termes de sanctions. Et par ailleurs, maintenant, j'avais distingué donc le préposé d'une société de télécommunications et les citoyens. Et Marco, alors tenez-vous bien, quiconque intercepte, divulgue, publie ou utilise le contenu des messages
ou révèlent leur existence est puni des mêmes peines. Oui. Alors, traduction pour nous? Traduction, il ne s'agit pas de dire je ne suis pas dans une société de télécommunications, je suis un citoyen ordinaire. Si je publie, je divulgue, j'intercepte ou j'utilise le contenu de message où je révèle leur existence, je suis passible des peines de poursuite. Je vous ramène donc au principe de l'inviolabilité et du secret des communications. Alors, cette dernière incrimination-là s'adresse à tout citoyen. À tout citoyen. Alors, attention, parce qu'on ne fait pas suffisamment attention dans notre manière de communiquer. Vous avez fait vos classes, vos écoles de journalisme, vous savez très bien ce que l'information peut avoir comme conséquence dans la vie et comme dégâts dans la vie des citoyens. Attention à ce qu'on fait. Ceci dit, vous m'avez posé la question en ce qui concerne donc les cas d'exonération de la sanction pénale. Effectivement, la loi a prévu 3 cas d'exonération. Enfin, il existe quelques cas. Ces dispositions que nous venons de lire, notamment les peines d'emprisonnement de 1 à 5 ans et l'amende de 2 à 10 millions de francs pour les 3 hypothèses que nous venons de lire, ne s'appliquent pas en cas de consentement express de l'auteur ou du destinataire de la communication. Consentement express, cela veut tout simplement dire que soit l'émetteur, soit le destinataire donne son accord pour que ces conversations soient divulguées, soient publiées, soient mises à la soient ouvertes au public. Donc il faut que ce soit clairement exprimé. Et sur ça, c'est peut-être pour moi l'opportunité, et c'est important. Vous savez, quand vous prenez même les messages électroniques, il est bon de mentionner expressément dans le message que ce message est émis à titre privé et qu'il n'est pas destiné à un usage public. C'est très, très important. C'est ça le consentement express. C'est-à-dire que celui qui voudrait que ce message soit public, s'il garde le silence sans que ces mentions ne figurent dans son message, ce message est en droit d'être divulgué. Mais dès lors que figure la mention qui consiste à dire ce message est destiné à son destinataire ou au réceptionnaire, toute personne qui se permettrait d'en divulguer les contenus s'expose aux peines que nous venons de lire. Wow. C'est très, très important. C'est aussi l'occasion, j'ai pris l'exemple des mails, je pourrais également prendre l'hypothèse des réseaux sociaux. Toute conversation qui serait le fruit d'un échange entre 2 personnes, par principe, n'a pas vocation à être divulguée. Par principe. Par principe. Parce qu'il s'agit d'une conversation entre 2 individus. Ceci dit, combien sont les citoyens qui prennent le soin de lire les conditions générales d'utilisation des réseaux sociaux, d'ailleurs qu'ils zappent en un clic. Or, il est mentionné dans ces conditions générales l'utilisation qui sera faite de ces conversations, de leur caractère ouvert ou fermé, ou ouvert au public ou fermé au public. Personne ne fait attention, chacun est pressé de communiquer, et après coup, quand il y a des difficultés, nous avons tous les soucis, en tout cas pour notre part en tant qu'avocat, on voit malheureusement des situations inextricables. Donc c'est très important parce que dans notre façon de faire, on se rend auteur de violations de loi très souvent. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Oui. Beaucoup de choses qu'on ignore, beaucoup de fautes graves qui peuvent changer le destin d'un destin comme ça par ces négligences-là. Il faut bien lire les conditions générales d'utilisation. Alors, maître, est-ce qu'on parle un peu du contrôle de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences? Elle a un rôle aussi à jouer. Oui, alors, s'agissant du contrôle de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences, je vous disais que les télécoms, c'est l'apanage de l'État. Et l'État ne joue pas avec les télécommunications parce que vous avez bien compris, cela relève de ses pouvoirs régaliens et de souveraineté, mais c'est également un très puissant moyen d'exercer la puissance de l'État. Vous savez, quand vous contrôlez les communications, vous pouvez gagner une guerre, bref, il s'agit de prérogatives qui relèvent de l'État. Et les fréquences de communication sont gérées par une structure, une autorité administrative indépendante qui s'appelle l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences. Alors, toute personne qui se rendrait auteur
d'un usage frauduleux des fréquences ou d'une émission non autorisée sur certains canaux peuvent se voir donc sanctionnés par la loi, et cela est très, très sévèrement sanctionné, notamment en ce qui concerne les personnes physiques ou morales qui se livreraient à cela. Alors, nous sommes en train de voir des cas d'exonération. Cette autorité, donc cette agence ivoirienne de gestion des fréquences, est en droit d'intercepter toutes les communications pour vérifier justement que les canaux sont utilisés conformément aux autorisations accordées, parce que c'est une gestion des fréquences. Hein? Les fréquences, par exemple, vous savez, il y a certains services qui sont essentiels, les urgences,